Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du Mercato Live. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Nico. Salut mon copain. Salut les gars. Alors, aujourd'hui, comme d'habitude, maintenant, vous avez pris l'habitude avec cette petite rubrique Mercato. On va parler de plein de sujets Mercato qui agitent la planète foot et il y aura peut-être une petite surprise en fin d'épisode. J'en dis pas plus, un petit peu de suspense, c'est pas mal. Voilà. Allez, je te propose de commencer tout de suite avec le premier sujet qui est Gonzalo Ramos, sollicité par plusieurs clubs. Et on pose la question, doit-il rester ou partir du Paris Saint-Germain? Qu'est-ce que tu réponds, toi, mon copain? Moi, ça tout dépend de quel côté on se place. Déjà, du côté du PSG, évidemment que je pense qu'ils ont envie qu'il reste. Après, du côté du joueur, je suis assez partagé. Moi, je pense qu'il souhaite rester pour plusieurs raisons. J'ai l'impression qu'il est bien fondu dans le groupe, tu vois, qui s'entend bien avec les autres joueurs, qu'il est pleinement impliqué dans le projet. Enfin, on voit qu'il s'entend bien avec tout le monde. Je le trouve pas, tu sais, il y a des joueurs quand ils jouent moins ou qui sont moins titulaires, tu le sens, tu le vois un peu sur leur visage, tu sens qu'ils portent une espèce de espèce de petit blues. Ouais, un espèce de petit blues ou quoi. Lui, pas du tout. Tu sens à chaque fois, il est souriant, volontaire. Et puis, enfin, moi, je trouve qu'il a un rôle hyper important au PSG en plus. Pour revenir côté PSG, c'est le seul profil qu'ils ont de ce type. Vraiment, c'est le seul vrai pur attaquant de pointe, on va dire. Et je pense que c'est important pour eux de le garder parce que pour le faire rentrer dans des moments de match où c'est un peu décisif, où tu as besoin de présence dans la surface. Et typiquement, en plus, là, on peut s'appuyer sur un exemple hyper palpable qui est la Super Coupe d'Europe. Globalement, ce qu'il fait, tout ce qu'il fait quand il rentre, c'est bien, quoi. Alors, donc, tu as besoin de ce genre de profil. Moi, j'aime bien ta présentation. Je peux te rejoindre sur certains aspects. Le PSG n'a pas d'attaquant de ce profil-là. Oui, il est bien intégré dans l'effectif et dans l'équipe même. Par contre, moi, je pose la vraie question. C'est Luis Enrique, il est aussi fan de Gonzalo Ramos ou pour lui, ça n'est qu'un super sub? Parce que c'est là un peu la question. Est-ce qu'il se contente de ce rôle de super sub, parce qu'on a compris que la formule qui fonctionne au Paris Saint-Germain, c'est avec Gonzalo Ramos qui est sur le banc, ou est-ce que là maintenant il a envie de jouer? Je vais passer les stats, mais c'est un joueur quand même qui vient de fêter ses 24 ans, qui a marqué l'année dernière 20 buts en 46 matchs. Il y a une place à prendre véritablement en sélection, même si on sait très bien que Cristiano Ronaldo c'est très compliqué, mais il y a quand même une place à prendre. Et moi j'ai la sensation que s'il reste au PSG, malheureusement, je pense que sa progression, elle va pas forcément être si effective que ça. Pour le joueur, oui, peut-être que, de toute façon, oui, c'est évident. Quand t'es titulaire, tu bosses toujours plus, tu t'emmagasines toujours plus d'expérience que quand tu joues remplaçant. Après, il rentre quand même très souvent. Moi, je pense qu'il va, comme l'année dernière, et voire même encore plus, vu le début de saison tronqué du PSG avec la Coupe du Monde des clubs, il va beaucoup jouer en Ligue 1. Je pense qu'il va quand même pas mal être titulaire en Ligue 1 cette année, et en Coupe, etc. Donc, il va quand même avoir du temps de jeu. Quand tu regardes au PSG, quand même, il est à quasiment 90 matchs, depuis qu'il est arrivé. Donc voilà. Alors évidemment, la plupart du temps, c'est pas titulaire, mais quand même, il a des stats qui sont très très honorables. En fait, tout dépend de quel point de vue on se place. C'est parfait pour le PSG. Et pour le joueur, moi je dirais que pour le joueur, c'est un choix qui est bon, mais il pourrait s'épanouir encore plus ailleurs. Mais c'est pas non plus un choix catastrophique. Tu vois, c'est pas Chiesa qui s'enterre à Liverpool. On revient au débat classique des bons. C'est pas un joueur qui s'enterre dans un club où il joue quasiment pas, où en fait t'as l'impression que le joueur régresse. C'est pas le cas. Moi, je l'ai vu même à chaque fois, limite presque, je le trouve meilleur à chaque rentrée. Enfin, pas à chaque rentrée, mais je trouve déjà qu'il a progressé par rapport à son arrivée au PSG. Je trouve meilleur, moi. Alors peut-être, oui. Et ça pourrait aller dans le sens on va dire qu'il reste au Paris Saint-Germain. Le souci que j'ai, moi, c'est que ce rôle-là qui lui est réservé, c'est-à-dire, ce gars qui est, alors ok, le premier que tu vas sortir du banc, ou quasiment un des premiers, mais pour moi, un attaquant de cet âge-là, avec ces qualités-là, et qui a progressé déjà depuis son arrivée au PSG,
pour moi, là maintenant, moi je serais lui, je partirais. Tu vois, là pour la question. Maintenant, là où je fais un pas vers toi, c'est tout dépend de où tu pars. Si réellement c'est pour juste, on va dire, gonfler un effectif et sur lequel on va pas compter sur toi, oui, auquel cas, là, je te rejoins, reste au Paris Saint-Germain. Mais si tu as vraiment envie de progresser, on va dire, véritablement dans le côté pression du titulaire, gars sur qui on se repose, et l'attaquant phare d'une équipe, moi, je serais lui, je partirais. Mais après, comme tu as dit, tout dépend d'où tu te places en fonction du dossier. Si c'est le PSG, oui, t'es très content de Gonzalo Ramos. Et puis même pour le joueur, effectivement, on se dit, là, dans un monde idyllique, effectivement, ce serait mieux qu'il aille jouer titulaire dans une grande équipe. Mais où ça? Tu vois, dans le sens où je pense que, vu maintenant le statut du joueur, il ira pas dans une équipe qui joue pas à la Ligue des Champions, typiquement. Quand tu regardes les équipes qui jouent la Ligue des Champions, il y en a qui vont déjà leur neuf installé et ça va être compliqué de concurrencer. Ceux pour qui il y a de la place, bon. Moi, j'ai une alternative. On en a déjà parlé, toi et moi, du cas Alexander Isak, qui normalement devrait finir à Liverpool. Moi, Newcastle, pour moi, c'est tu récupères une place de titulaire, t'es dans une équipe de première ligue qui est quand même ambitieuse, qui a fini 5e l'année dernière, tu joues la coupe, certes, tu joues l'Europa League, pas la Ligue des Champions, mais là, t'as vraiment une place où il n'y a pas un titulaire qui se dégage. Ouais, mais mais en termes de standing d'équipe, tu descends d'un cran. C'est un choix qu'il faut faire, hein. Mais tu descends d'un cran. C'est ça, c'est-à-dire c'est peut-être là la fin de notre débat. C'est s'il veut justement cette progression avec, comme on vient de le dire, un club qui lui donne sa chance. Bah oui, il faudra peut-être descendre d'ambition. Mais Newcastle, c'est pas la pire porte de sortie. Je parle pas de la ville. La ville est pas géniale. Voilà, oui. Oui. Par contre, oui, mais quand tu passes de Paris à Newcastle, ça peut faire un petit choc, hein, quand même. Oui, faut acheter des cache-coups, je pense. Voilà, quand même un petit peu. Mais par contre, en termes d'ambition, oui, tu restes, je te dis, un club ambitieux. Tu remplaces Isaac, il n'y a pas de numéro 9 et Newcastle s'était mis dessus. Mais non, oui, c'est une solution. Mais du coup, pour moi, tu descends d'un cran, tu joues pas la Ligue des Champions. Enfin, peut-être que dans son idée à lui, c'est sa priorité, quoi. Ok, non, mais après, moi, je t'entends. Donc, toi, que tu sois Gonzalo Ramos ou le Paris Saint-Germain, tu gardes, on change pas. PSG, oui, je maintiens ce que j'ai dit. Gonzalo Ramos, oui, mais, et le seul mais, c'est, je sais pas, t'as un top club qui arrive et qui propose une place de titu, mais encore une fois, regarde, on peut faire le tour. Si tu fais, on peut commencer par les gros. Barça, c'est mort. Real, c'est mort. City, c'est mort. Non, mais tu vois, City, c'est mort. On peut les faire tous comme ça. Hein. Enfin bon, tu vois, donc l'Inter, c'est cuit. Enfin, tu vois, quand on va commencer à énumérer, on va se rendre compte qu'il n'y a pas forcément 1000 portes de sortie. Oh, ok. Bon, on va arrêter le débat parce que sinon tu vas finir par réellement me convaincre qu'il doit rester, en fait. Donc on va passer au suivant. Allez, je te propose Jadon Sancho, toujours indésirable à Manchester United, et on pose la question, où doit rebondir l'anglais? Alors toi, si t'étais Jadon Sancho, tu ferais quoi? Tu sais que j'ai été hyper choqué d'un truc quand tu m'as envoyé, tu sais, comment ça s'appelle, le visuel avec les stats, etc. J'ai vu 26 ans. J'étais en mode, ah putain, il s'est trompé, faut que je lui dise et tout. Et en fait, non, il a... Non, je vérifie quand même un minimum avant. Non, mais en fait, après on le connaît depuis longtemps parce qu'on a commencé à le voir évoluer très jeune, donc ça fait un moment qu'on le voit jouer, mais même il a la dégaine. Il a la dégaine d'un pré-trentenaire, voire d'un trentenaire, en fait. C'est ça, moi, qui me fait peur pour le joueur. Ce joueur, en plus, qui était si explosif et quand même pas mal rapide à Dortmund, il a perdu ça. Clairement, le côté rapide, là, on l'a perdu. Hein. Là, il est toujours autant technique. En fait, moi, ce qui me perturbe, c'est que ce joueur-là, techniquement, balle au pied, il a quand même un truc en plus largement. C'est un joueur un peu qui peut être parfois un peu frisson, mais c'est un peu qui tout double. Et tu vois, par exemple, tu regardes la saison dernière là, il y a un match référence de Sancho l'année dernière. Voilà, ouais, voilà. Par contre, l'année d'avant, le match qu'il fait contre le PSG, en demi-finale, tu dis mais attends, donc il est encore capable de faire ça parce qu'il est monstrueux, hein.
est vraiment extraordinaire. Donc tu te dis qu'un joueur qui est capable de pic de performance comme ça, il y a peut-être moyen de sauver le truc, mais c'est tellement inconstant. En plus, du coup, maintenant, le faire jouer sur l'aile, c'est possible, mais du coup, tu sais très bien que c'est pas un joueur qui prendra la profondeur, qu'il faut que tu aies potentiellement un arrière latéral qui dédouble rapide derrière si tu veux quand même exploiter la profondeur, ou alors du coup de l'autre côté. Enfin bref, ou alors faut le faire jouer 10, mais dans quel système et tout. Bon, c'est une prise de tête. C'est vrai qu'il a un profil particulier, et comme tu viens de le préciser, il a perdu en explosivité. Évidemment, dans le foot actuel, compliqué d'arriver à lui trouver une place. Maintenant, allez, j'arrive. T'as dû entendre que plusieurs clubs de Serie A se sont intéressés à Jadon Sancho. Il y en a un qui semble, je dis pas en pole position parce que le mercato est tellement fou que on peut avoir des surprises, mais l'AS Roma semblerait quand même assez proche de Sancho. Est-ce que pour toi, dans une Serie A, on connaît avec peut-être on va dire un impact physique peut-être moindre et un rythme moindre, est-ce que ça pourrait pas coller? Moi, je te dis spontanément, Jadon Sancho dans Serie A, moi j'aurais envie de voir quand même. Là, tu vois, contrairement au débat Gonzalo Ramos, lui, au contraire, lui, il faut qu'il redescende d'un étage, je pense. Lui, il faut qu'il aille plutôt dans une équipe très légèrement inférieure pour avoir déjà la possibilité d'être titulaire un max, si son corps le suit. Alors, l'année dernière, j'ai vu, bon, globalement, il fait quand même, c'est dans saison 2006 à 2004-2025, il fait 40 matchs quand même. Donc, c'est une saison où tu se blesses quasiment pas. Donc, ça, c'est plutôt positif parce qu'il a eu quand même des pépins physiques. Donc, s'il arrive à se maintenir sans se blesser, avec une hygiène de vie ok, dans un club qui va lui laisser une place de titulaire et qui va, on va dire, le faire jouer autour de lui, bon, bah, en vrai, pourquoi pas, hein. Ça se tente, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est que, bien sûr. C'est que même si, alors, tu vois, là, je viens de partager les stats pour aller dans ton sens. L'année dernière, 41 matchs, 5 buts, 10 passes. Alors oui. C'est ok. Il n'est pas toujours titulaire. Chelsea, au final, l'an dernier remporte la C4, finit dans le top 4 de Première Ligue et donc se qualifie pour la Ligue des Champions, et cerise sur le gâteau, ils gagnent la Coupe du Monde des clubs. Donc, et il a joué dans toutes ces compétitions-là, mais là, je fais aussi un pas dans ton sens, pour que il puisse exprimer le maximum de ses capacités. Oui, il va falloir qu'il redescende, parce que dans des effectifs aussi fournis, bah, ça va être compliqué de lui trouver une place de titulaire fixe. Alors Chelsea, c'est un joli bordel aussi. Donc c'était peut-être pas le meilleur choix. Donc là, sachant qu'il ne lui reste plus qu'un an de contrat et qu'après il sera libre, il sera plus rattaché à Manchester United, est-ce que là, comme on a vu certains joueurs de Première Ligue arriver en Serie A, t'es bien placé pour le savoir, un McTominay, il arrive et entre son arrivée et la saison qu'il a fait, bah, force est de constater que c'est un joueur qui a pu être adapté. Donc évidemment, ils ont pas du tout les mêmes caractéristiques, mais moi, je sais pas, je me dis qu'un Sancho, si il décide de venir en Serie A, pour moi, il y a il a une vraie carte à jouer pour relancer sa carrière. Oui, ça se tente. Moi, et ça se tient, tout ce que tu dis, ça se tient, je suis assez d'accord. Il peut se passer quelque chose. À lui d'être, en fait, maintenant, le seul critère, on va dire, dont on n'a pas parlé, c'est la régularité. S'il arrive à être à peu près régulier, c'est bon. Ça pourrait être un vrai atout pour une équipe de Serie A, ouais. Déjà, et on va dire, c'est même pas déjà, c'est pour aussi conclure notre débat, je trouve, il n'y a pas eu de problème de comportement, ni à Dortmund quand il est revenu, et quand il est passé à Chelsea, il n'y a pas eu de problème, alors que c'est pour ça qu'il est tricard de Manchester United, hein, c'est parce qu'il s'est embrouillé avec Ten Hag, que ça a pris des proportions dingues, et que le club a décidé de le mettre après, oui, ça, on s'est rendu compte du joueur. Qu'en fait, après son premier passage à Dortmund, on s'est rendu compte que oui, le joueur, il pouvait parfois être un peu problématique et être en capacité de vouloir t'expliquer à Cristiano Ronaldo comment faire un appel contre appel. Bon, voilà, après, bon. Après, Benitez, avant ça, avait essayé d'expliquer à Luka Modric, quand il est arrivé sur le bord du Real, comment contrôler mieux le ballon. Bon, voilà, utiliser son pied gauche et te faire d'extérieur. Mais en fait, t'as au moins le rapport, même si c'est con, t'as au moins le rapport coach-joueur. Là, t'avais même pas ça, quoi. Mais bon, bref. Oui, bref. Donc non, il y a quand même eu du mieux sur le comportement. On a vu quand même des jolies choses sur les 2 ans, même si c'est pas avec régularité. Bon, moi je reste sur mon idée. Viens faire un petit tour en Serie A. Je pense qu'il y a moyen il y a moyen et de
d'être bon sportivement. Puis la vie du côté de Rome, ça va. Ça va aller. Je pense que ça sera un peu plus sympa que Manchester. Mais bon, que Newcastle aussi, voilà, ouais. On est sur voilà. Le Newcastle, on leur a déjà mis une claque, on va pas encore leur remettre. Pardon, ouais. Bon, allez, je te propose le sujet suivant. Le sujet suivant, c'est Alvaro Morata à la relance à Como. Et on pose la question, gros déclassement ou juste valeur pour l'attaquant espagnol? Allez, je te laisse commencer. Il a quasiment 33 ans. Écoute, oui, on est sur une fin de carrière quand même. On a le droit de le dire. Écoute, au départ, je me suis un peu posé la question parce que vu comment joue l'équipe, je m'étais dit est-ce que vraiment Morata sera un plus tactiquement, etc. Et en fait, j'ai eu une réflexion qui m'a fait dire que oui. En fait, Morata, il est habitué d'être le numéro 9 de bonne équipe qui joue. Qui ont un jeu offensif et on va dire ambitieux. Et donc du coup, il aura une expérience qui sera très très importante, surtout il y a beaucoup de jeunes joueurs à Com. Même le coach finalement est pas si vieux, donc je pense que c'est bien. Je pense que Fabrice il fait pas ça au hasard. Je pense que c'est une bonne idée pour cadrer le groupe. Il jouera pas forcément titulaire tout le temps, je pense. Enfin, quand même. Il va jouer, hein. Mais en tout cas, le plus qu'il va avoir dans l'effectif, ça va être intéressant pour l'équipe, je pense. Franchement, ça peut être une très bonne idée, je pense, en tout cas. Bon, alors toi, t'es plutôt positif sur Alvaro Morata. Bon. Non, mais alors attention, je dis pas. Alors, t'as bien entendu ce que j'ai dit. J'ai dit que ça va être un plus. Pour Como, maintenant, ça correspond au projet et ça peut. On va dire, aller dans le sens d'une équipe un peu ambitieuse dans le jeu et on va dire de sa réelle valeur. T'es pas choqué par la question. T'es pas, si je comprends bien. Bah non, enfin, je veux dire, Morata et son prime, c'était son premier passage à la Juve. Ça fait 10 ans, quoi. Donc, parce que juste, il faut que tu saches, sur la chaîne, il y a plusieurs copains qui ont pas mal égratigné Alvaro Morata, mettant en lumière un petit peu, voire même beaucoup, sa maladresse devant le but. Parce que faut quand même être clair. Faut quand même être clair. C'est pas un top 9 all time, hein, Morata. Mais si on regarde la lecture sur les 12 derniers mois, il vient de remporter l'Euro avec l'Espagne en tant que capitaine. Oui. Il est transféré à Milan derrière pour être un peu le remplaçant de Giroud ou en tout cas la nouvelle tête de gondole du projet. 6 mois après, ça colle pas du tout. Alors après, à sa décharge, la saison du Milan lui a montré que c'était pas forcément lui le premier responsable, mais il a pas détonné. Et à Galatasaray, on l'a pas gardé aussi parce que clairement, il apportait pas un réel plus. Et moi, de voir un gars qui, il y a un an, venait au Milan avec cette étiquette de capitaine de la sélection qui vient de gagner l'Euro, le retrouver un an après à Como, qui, ok, est un club un peu ambitieux, mais qui va pas ambitionner plus que la 7 ou 8e place de Serie A. Ah, excusez-moi, pour moi, c'est un gros déclassement. Et enfin, j'ai envie de dire, enfin, l'escroquerie Morata, elle va enfin prendre fin. Non, mais d'accord. Moi, tu m'as entendu. Je t'ai dit, ça va être un plus pour l'effectif. Je t'ai pas forcément dit que ça allait être un plus sportivement. Voilà. Mais non. Alors après, déjà, moi, je pense que c'est même pas Com qui annonce ça. Déjà, quand t'es remplaçant à Milan, et que tu pars à Galatasaray, que t'es remplaçant à Galatasaray. Bon, alors ok, d'accord. Bon, c'est un peu exceptionnel. T'as quand même un top 9 européen en ce moment à Galatasaray. Donc compliqué de se faire une place. On va dire que ça peut être une excuse. Mais déjà, en fait, quand tu pars en Turquie, c'est de la pré-retraite. Donc moi, ça me choque pas plus que ça. Toi, si je comprends bien, toi, t'avais déjà acté le déclassement dès le transfert à Galatasaray comme avant même, ça fait depuis son passage à la trentaine, Morata, c'est compliqué, hein. Genre, franchement, c'est compliqué. Déjà que ça n'a jamais été un joueur hyper rapide. Enfin, il a eu un petit peu d'explosivité quand il est un peu plus jeune. Oui. Là, déjà, franchement, on est de plus en plus lent, hein. Du côté d'Alvaro, je veux dire, là, vraiment, oui, on est sur une fin de carrière. Pour moi, ça fait quelques années que tu le sens. Et pour moi, il vient à Com. Et en fait, ce qui me choque moins, c'est que
en fait, si c'est pas Fabregas à la tête de l'équipe, je suis peut-être plus de ton côté en disant waouh, qu'est-ce qu'il va foutre à Como, tu vois. Là, je me dis bon, ça s'entend dans le projet, voilà, tête de gondole espagnole et tout. Tu trouves une logique à peu près au truc. Et puis même, comme ce que je te dis au départ, la logique un peu, il a toujours été un neuf qui était dans des équipes qui jouent. Donc, en fait, il y a plein de choses qui rentrent dans un certain sens, tu vois. Toi, Après, voilà. C'est que toi, c'était déjà acté depuis un petit moment et que bon bah là maintenant le voir à Como, c'est sa juste valeur. Donc pour répondre à notre question, c'est sa juste valeur au moment où on parle. Et oui, même si là je l'ai attaqué tout à l'heure, c'est un gars comme tu l'as dit qui a en fait ce pourquoi je l'attaque perso, c'est parce que le CV et les clubs fréquentés sont pas chez moi sont pas en accord avec le niveau du joueur. Bah tu non. vois, c'est que là on est surfé sur oui, mais il a surfé sur ça hein. De toute façon toute sa carrière, il a surfé sur ça en mode bon bah il a joué ici, il a joué là enfin, en fait, il a comment dire, il a toujours joué sur son CV hein, plus que sur ses performances. De gars formés au Real, qui a pu après avoir une jolie période du côté de la Juve, mais de la même manière, c'est-à-dire si tu vas regarder de plus près la belle période de Morata, on n'est pas non plus sur un gars qui a marqué même la Serie A ou même la Juve. Je suis pas allé regarder, mais je crois qu'en carrière, je sais même pas si une fois il est arrivé à 25 buts sur une saison. Non. Il les a passés qu'une seule fois. Il a passé qu'une seule fois les 20. Une seule fois. La plupart du temps, c'est entre 14 et 15, le maximum qu'il fait. Il a une saison avant but. Donc, bon. Après, voilà. Pour un neuf de niveau européen, ouais, c'est un niveau moyen plus, quoi. C'est un bon moins, quoi. Tu vois. Mais pas en accord avec le fameux CV qu'il peut avoir. Donc. Ok, bon allez, je te propose le prochain sujet. Je pense qu'il va t'inspirer un peu. Le prochain, c'est Zabarni et Chevalier qui sont les seuls recrues du PSG au 20 août. Et on pose la question, est-ce que le PSG doit recruter de nouveaux joueurs? Est-ce que toi, écoute, moi je suis un petit peu... Je suis un petit peu dans l'hésitation par rapport à ça parce qu'on sait que cet effectif, il fonctionne bien. En fait, il l'a prouvé l'année dernière. Voilà. Je pense qu'on peut le dire, oui. Voilà, je le dis en passant. Hein. Voilà, donc du coup, on ne sait pas forcément si tu te renforces de 15 paliers au poste de gardien, mais on va dire que tu t'es déjà renforcé à ce poste-là au niveau de la relance et potentiellement des sorties aériennes. Sur sa ligne, on verra. Mais bon, globalement, tu n'as pas perdu en qualité à ce niveau-là. Tu n'as perdu en qualité nulle part. Globalement. Hein. Non, parce que vu les départs, je vais partager ça, mais vu les départs et qu'il y a pu avoir depuis le début du mercato. Oui, Skriniar, il fallait le refourguer, on savait même plus que c'était un joueur de foot. Mukele, bon, à part être prêté à droite à gauche, il servait plus à grand chose. Bon, Moscardo, prêt, évidemment, Zag aussi, enfin, je veux dire, voilà. T'as l'histoire Colomboigny aussi, même si c'est particulier, mais bon. Normalement, ça devrait se solutionner d'ici le 31, Colomboigny, mais au moment où on parle, il est encore là, quoi. T'as rien non, mais tu vois qu'il y a rien qui impacte où tu dis, oh putain, ça va être chaud à gérer pour l'équipe. Enfin, je veux dire, même Colomboigny, tu vois, il reste, et même si Colomboigny reste, bah, ok, qu'est-ce que ça change? J'aurais pas grand chose. J'ai envie de te dire oui, parce que en tout cas, vu les paroles de Luis Enrique quand il est parti sur Colomboigny, et Colomboigny sur ce qu'il a pu dire sur Luis Enrique en disant que, bah, c'était pas forcément, on va dire, il y avait pas forcément de mauvaises ententes, c'est juste des choix techniques et qu'il respectait. Oui, ça va dans ce sens-là. C'est-à-dire, même s'il venait à être réintégré, ça serait pas un problème. Maintenant, là, c'est plus la question. En fait, moi, j'essaie de la poser dans ce sens-là. Un groupe qui a gagné, on le sait, c'est toujours très difficile. Qu'est-ce qu'on fait? On le garde complètement ou est-ce qu'on le régénère à certains postes? Donc, ce qui a pu être fait pour le poste de gardien, pas de problème. Ok. Zabarni qui vient, on va dire, pour être le premier dans la rotation derrière Pacho et Marquinhos, ok. Mais milieu de terrain et attaque, toi, tu n'irais pas sur un ou deux profils, non, tu resterais sur ça. Tu penses que les gars, ils ont encore faim? Bah oui, enfin, déjà, premièrement, pour moi, tu as fait le recrutement le plus nécessaire. Tu l'as fait déjà.
parce qu'effectivement, il fallait préparer l'après Marquinhos. Parce que quand t'as une équipe qui gagne, pour moi, si tu veux pas trop toucher à l'équipe parce que ça fonctionne bien, du coup, comme le cas qu'on a ici, il faut préparer l'avenir. Et donc, du coup, soit tu prends vraiment des jeunes qui vont avoir du temps de jeu, qui vont préparer un petit peu pour certains partent les années d'après. Et globalement, moi, je trouve que le seul poste où tu avais vraiment à peu près ce cas-là, c'est la défense centrale. Et c'est parfait. Tu prends un super défenseur qui l'a prouvé de diverses manières. En plus, c'est un défenseur qui est très bon relanceur, qui est très complet, qui, à mon avis, s'intégrera très bien dans le système Enrique. Donc, pour moi, tu as fait déjà le recrutement qu'il fallait. C'était franchement celui qui était le plus important pour moi cet été. Le gardien, pourquoi pas. Voilà. Le seul truc qui, moi, me fait dire que ça peut être compliqué, c'est qu'effectivement, Hakimi n'a toujours pas vraiment de doublure. Et Nuno Mendes, il faudra m'expliquer, mais Lucas Hernandez, c'est plus un arrière-gauche, donc c'est plus une doublure. Ouais, mais bon, écoute, je suis d'accord avec toi. Alors, dans l'idée, si tu peux choper effectivement pour préparer l'avenir, là, tu me prends tu prends de latéraux, pourquoi pas au moins un des deux. Parce que Lucas Hernandez, en vrai, en Ligue 1, il va dépanner, ça ira, tu vois, genre, il y a aucun problème. Après, il faut pas que Nuno Mendes ait de nouveaux pépins de chimique. Alors là, par contre, oui. Alors, Nuno Mendes sort d'une saison pleine, avec aucune blessure. Par contre, Nuno Mendes, il a déjà eu les saisons précédentes des blessures et qui ont pu on va dire l'écarter des terrains pendant 2 à 3 mois. Et là, si tu te retrouves, autant je peux te rejoindre sur 1 ou 2 matchs de Ligue 1. Ok, Lucas Hernandez, ça sera pas foufou, ça montera pas, mais ça fera le boulot. Si par contre, ça vient une période, je dis même pas des matchs à élimination directe en Ligue des Champions, mais avec des gros matchs à succession, Nuno Mendes, voilà. Et Hakimi, tu l'as dit aussi. Alors évidemment, extrêmement difficile d'arriver à remplacer ces deux profils parce que voilà, t'en trouveras pas deux. Des top latéraux déjà de base, c'est très dur à trouver. Très compliqué. Maintenant, tu peux, alors après, je sais même pas forcément qu'en Ligue 1, mais tu peux aller regarder peut-être soit dans ton centre de formation, peut-être faire monter 1 ou 2 joueurs s'il y a quelque chose. Essayer de regarder sur le mercato si tu peux pas faire, sachant que le PSG, déjà de base, c'est pas un problème, mais en plus, entre la victoire en Ligue des Champions plus le mondial des clubs, les finances semblent vraiment. Non, mais bien sûr. Allez. Moi, je pense qu'il y aura une arrivée avant la fin du mercato encore. Il y aura une arrivée, je pense. Là, mais moi, je suis pas insider PSG, loin de là. Mais pour l'instant, on voit pas grand chose. C'est le calme plat. Pour l'instant, même du côté des rumeurs et tout, il y a rien. Mais je pense qu'il y aura quand même une petite arrivée. Après, moi, je pense que t'as Luis Enrique qui commence à se rendre compte que Zaïre Emery en arrière droit, c'est une bonne alternative. Et en vrai de vrai, au départ, moi qui pensais que c'était juste du bricolage, quand tu réfléchis au profil du joueur et à ce qu'il est capable de faire, et ben tu te dis pourquoi pas. Et du coup, tu as un joueur hyper polyvalent qui peut dépanner au milieu de terrain et du coup à droite et peut-être que vraiment Luis Enrique se dit pas besoin de recruter, il y a vraiment quelque chose à faire avec Oren à ce poste-là. Ça peut s'entendre. Maintenant, moi, je trouve qu'il manque quand même un tout petit peu d'explosivité et que dans le foot dans le système de Luis Enrique, c'est compliqué. Et c'est pareil, pour un match ou deux, pour moi, ok, vas-y, ça peut coller. Blessure d'Hakimi, il y a la CAN. N'oublie pas qu'il y a la CAN, cette année. Tu vas avoir potentiellement, en plus, le Maroc organise, donc il y a des chances pour que le Maroc aille loin. Donc tu vas peut-être avoir Hakimi absent pendant 1 mois, 1 mois et demi. Et 1 mois, 1 mois et demi, est-ce que Zaïre Emery, toi tu sembles dire que ok, il a progressé depuis qu'il l'a installé à ce poste-là. Mais de là à ce que ça soit une alternative crédible en cas de gros match, moi j'ai quand même des. En vrai, je fais confiance. Il y en a beaucoup qui doutaient de Luis Enrique, notamment sur le mercato de l'année dernière, etc. Écoute, vu comment ça s'est passé, on va faire confiance. Faire confiance. Si lui, il pense que, si lui, il a une vision sur Zaïre Emery à ce poste-là et qu'il dit globalement à Campos que ça sert à rien de recruter parce que pour lui c'est ok, et ben faisons-leur confiance. À voir, on verra. Moi, je suis d'accord. Surtout qu'en plus, on verra comment se passe la première période, la première phase de Ligue des Champions du PSG. Mais effectivement, il faudra pas se louper parce que si tu te loupes un petit peu, on sait que maintenant il y a des matchs au mois de janvier potentiellement pour les qualifs en Ligue des Champions et donc du coup t'aurais pas Hakimi quoi. Et là peut-être
peut-être que le PSG là cette année finira dans les 9 premiers, mais dans les 8 premiers. Mais si tu finis pas dans les 8 premiers, peut-être que l'année prochaine, ce sera peut-être pas Brest que tu affronteras en barrage, et peut-être une équipe qui est passée un peu à côté. Bon, tu vois, l'année dernière, il y avait le Real et Manchester City qui étaient en. Ouais, faudra faire gaffe. Non, mais bien sûr, je te dis pas que c'est assurance tout risque, hein, mais en fait, je vais juste faire ce qu'on avait moins fait l'année dernière et qu'au final, enfin, ça nous a prouvé le contraire. On va faire confiance. On va faire confiance au staff du PSG. S'ils pensent que eux, ça suffit, à voir. On l'a dit tout à l'heure, hein, je pense qu'il y a de quoi leur faire confiance. Alors, franchement, et pourtant, je suis loin d'être supporter parisien, mais je pense qu'il y a 2-3 éléments qui permettent de leur faire confiance, je pense. Et à Luis Enrique aussi. Bon, allez, je te propose le sujet suivant. C'est Romelu Lukaku, blessé plusieurs mois. Et on pose la question, le Napoli doit-il recruter un top attaquant pour le remplacer ou se contenter des forces vives qui sont déjà à l'intérieur de l'effectif? C'est quoi, j'ai un avis hyper... je pense un peu controversé à ce sujet-là. Bah, je suis pas forcément. Alors, on sait très bien que t'es notre supporter napolitain sur la chaîne, donc forcément, on a envie de savoir un peu ce que toi t'en penses de cette blessure de Lukaku. Faut le remplacer ou avec un gros ou se contenter? Moi, je fais partie de ceux qui disent que ça peut être une opportunité. En fait, il y en a qui sont catastrophés par la blessure de Lukaku. Moi, je suis pas sûr. Je suis pas sûr en fait. Alors, je sais que oui, avec Conte, c'est un joueur incroyable, qu'en plus là t'as De Bruyne pour le servir, ça aurait été magnifique, etc., etc. Oui, mais moi en fait, ça fait quelques années que, ouais, si on va dire quelques années qu'en fait, je suis pas hyper fan de Lukaku, moi. Moi, je suis pas hyper fan de Lukaku, c'est pas mon football trop, hein, c'est pas le bon type de neuf qui me, bref, enfin voilà. Après, effectivement, il a été bon. Non, mais je vais pas cracher dans la soupe, hein. Il a été bon la saison dernière. Il a été bon, en fait, mais il a été surtout bon pour faire jouer l'équipe, pour libérer les espaces et tout, parce qu'en fait, tu regardes, il a mis que 14 buts l'année dernière. Et c'est dur cette description. Il a été là pour libérer les espaces et faire du bien à l'équipe. Ouais, d'accord, ok. Mais les qualités balle au pied, les qualités de finition, les qualités de machin, ouais. Non, mais c'est bien. Non, mais c'est un bon attaquant, il y a pas de souci. Mais il a pas fait une saison. Enfin, il fait pas la saison d'Osimhen du titre il y a 3 ans. Hein. Ah non, ça c'est sûr. Je l'ai partage. Non, mais alors, on se foutait de la gueule. Enfin, quand je dis on, c'est toi quand tu parlais de stats. On se foutait de la gueule de Morata quand qu'on dit ouais, il met 14-15 buts par saison. Bah l'année dernière, Lukaku il met 14 buts. Hein. Ah, oui. Après, là où je dis où il fait jouer l'équipe, c'est qu'attention, il fait 11 passes D. 11 passes D pour un neuf, ça commence à être une très belle stat parce que évidemment, il joue en pivot. Et quand je te dis libère des espaces, c'est ça. Après, il joue en une touche, il libère pour un ailier, pour un milieu de terrain. Notamment, il y a beaucoup de passes décisives pour McTominay, etc. Donc oui, non, mais c'est fort. Ok, je suis d'accord avec toi. Après, dans l'idée, c'est pas mon style de neuf, celui que je préfère. Donc du coup, moi, ça me dérange moins. Après, à voir comment Conte, lui, il va vouloir faire jouer l'équipe avec un autre neuf. Donc moi, je pense que de toute façon, le recrutement de Lorenzo Luca, c'est de toute façon pour jouer avec le même profil, parce que Lorenzo Luca, c'est sensiblement la même chose. Même si lui, par contre, a plus de mal à faire jouer les autres. Il a aussi ce rôle de pivot, etc. Mais ses décalages sont quand même moins propres. Mais c'est normal. Ça reste un jeune joueur qui est essentiellement très physique, etc. Donc à voir comment il va s'épanouir et progresser au Napoli. Voilà. Mais après, dans l'idée, moi j'aimerais bien que du coup le Napoli aille recruter un autre joueur là. Ça va. Les finances c'est ok. Ils peuvent tenter un truc. Pour potentiellement en fait déjà préparer l'après Lukaku en fait. Parce que c'est pareil. Il a 32 ans. Hein. Mais donc là, tu vas sur quoi? Tu vas sur un gars qui va te faire la doublette avec Luka pendant le temps de l'indisponibilité, mais tu vas pas chercher un cadre. Ou là, justement, comme tu semblais le dire, en gros, c'est quoi? Faut aller chercher un gros neuf là. Non, mais moi c'est mon idée. Non, mais moi c'est mon idée à moi. Ça va pas se faire. Je pense pas que ça se fera parce que dans l'idée, pour l'instant, on parle d'Oilun. C'est surtout ça. Tu vois, on parle d'Oilun et c'est surtout en mode c'est pour dépanner. Alors après, je sais que Manchester United ils veulent un prêt avec option d'achat obligatoire, donc il y a plein de problèmes. Mais en gros, moi oui, évidemment, tu me poses la question, je te dis oui, il faut essayer de tester, d'aller chercher pas forcément un top 9 dans le sens
Voilà. Mais en tout cas, un bon neuf qui pourrait du coup rester dans l'équipe après. Un Dovbyk, par exemple, qui est cité aussi de l'AS Roma, qui venait avec une bonne réputation, qui a fait une saison, allez, moyen plus. Pas ouf, ouais, pas ouf. Voilà, moyen plus. Ça te hype, c'est à peu près le même profil, hein. C'est à peu près le même profil. Ouais. Alors moi, dans le sens hype, encore une fois, c'est pas mon style de neuf. Moi, dans l'idée, tu vois, je suis dégoûté que un neuf avec un autre profil, c'est-à-dire avec. Non, mais oui, mais en fait, là, tu vois, on va rentrer en confrontation entre mes idées du football et celles de Conte. En fait, tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, dans l'idée, j'étais très déçu que Raspadori parte. Parce que moi, j'ai toujours eu beaucoup d'espoir pour ce joueur. Alors après, effectivement, il m'a pas aidé parce que parfois, en fait, je me suis dit peut-être que finalement, il a un plafond de verre un peu plus bas que ce que je pensais. Oui, mais dans l'idée, voilà, moi, je préfère vraiment largement beaucoup plus ce type de neuf capable d'être aussi bien distributeur presque, de pouvoir revenir dans le cœur du jeu, mais également d'être fin technicien dans la surface, et tout, d'avoir les deux pieds. Enfin, j'aimais beaucoup ce type de neuf plus moderne, quoi. Tu vois. Pour Antonio, c'est pas assez large. Il faut du costaud pour être numéro 9. Conte, si tu fais moins d'1m89, tu peux pas jouer devant. Donc là, forcément, on arrive aussi à même une vraie question. Est-ce que le Napoli va rester, on va dire, avec un même profil, en successeur, un même profil? Donc en gros, est-ce que tu vas prendre donc Lukaku qui reviendra dans quelques mois, un Lorenzo Luca et un profil similaire, donc en gros il y a aucune variété, ou est-ce qu'au contraire là justement c'est peut-être le moment, vu qu'en plus Raspadori est parti, est-ce que c'est pas justement le moment d'aller chercher un autre profil que comme on vient de dire, l'attaquant d'1m89 qui va être bon en remise et bon de la tête? Bah, moi j'ai envie de te dire oui. Moi j'ai envie de te dire go, ouais, on fait ça, sauf que c'est pas ce qui va se faire. Et en prenant même en prenant le dogme Conte, on va dire, est-ce que là pour lui ça vaudrait pas mieux, même avec ses idées du foot, que justement il puisse avoir sur ces trois attaquants un autre profil? Oui, mais je pense pas, je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il va faire ça, lui. J'y pense peu parce que quand tu vois les noms qui circulent, c'est des profils de 9 pivots. On a eu Jamie Vardy, hein. Bon, après, je pense que c'était plus pour la blague. Mais c'était pas, non. Dans les noms cités, quand même. Ouais, après, dans les noms cités, il y en a qui me semblent plus intéressants que d'autres, tu vois, typiquement, Dovbyk, je sais pas. En fait, Dovbyk, parce que c'est pareil, à l'époque où il était ouais, et je le trouvais vraiment intéressant. Je le trouvais vraiment intéressant et tout. Mais en fait, à la Roma, c'est pareil, alors après, je sais que des fois, tu peux être dans des saisons où tout va à l'envers et que tu perds techniquement. C'est compliqué, hein. Quand tu arrives à la Roma et que tu commences avec des Rossi, au bout de 2 journées, c'est Juric se fait virer et que, ok, t'as pas Ranieri qui arrive, mais dans un jeu strictement, qui était quand même assez restrictif, on adore, hein, Claudio, hein. Mais, on n'a pas vu non plus du football toutes les semaines à l'Olympico. J'ai un peu d'indulgence pour Dovbyk. Maintenant, je suis d'accord avec toi. Il n'a pas continué sa progression par rapport à Girona. Là, en fait, je suis d'accord avec toi pour le contexte compliqué, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que le contexte compliqué peut tout expliquer et tout excuser, dans le sens où moi, j'ai vu Dovbyk faire des entrées en jeu, passe du milieu de terrain, contrôle de balle, le ballon, il va à 5 mètres, quoi. Tu vois? Genre, des trucs qui font peur. Et ça fait mal, là. Ça fait peur, hein. Tu te dis, ah oui, quand même, quoi. Donc bon, là, je me dis, bon, bref, en tout cas, Dovbyk, je sais pas. Par contre, dans les noms, moi, je vois, tu vois, typiquement un Sorloth, en vrai intéressant. Ouais. Ah oui, en vrai intéressant. Est-ce que ça va être possible, un Sorloth? Non, mais c'est pareil. Après, moi, je te parle en termes de ce que je trouve cool. Après, possibilité ou pas, c'est très compliqué. Très compliqué. Oui. Mais Sorloth, par contre, là, c'est intéressant parce qu'effectivement, il a ce côté pivot, etc. Mais je le trouve assez fin techniquement pour son gabarit, tu vois. Lui, il est capable de faire jouer les autres et tout. C'est vraiment intéressant, tu vois. Donc pourquoi pas? Tu partirais un Sorloth. Mais un Sorloth, c'est pareil, hein. Ça fait plus d'1m89 et ça a les épaules larges, hein. Non, mais oui, mais c'est ce que je viens de te dire. Pour son gabarit, lui, techniquement, je trouve qu'il a un truc en plus. C'est vrai. Mais c'est comme tu vois, typiquement, parmi tout, tu regardes toutes les, comment ça s'appelle? Tu regardes toutes les possibilités, toutes les rumeurs. Moi, celle où je me dis, ok, il se passe quelque chose. T'as Sorloth et t'as Zirkzee aussi.
Bon, après, c'est mort. Manchester apparemment a fait comprendre que c'était. Ouais, à part fermer la porte, ils veulent le garder, alors qu'ils jouent pas. Ouais, alors que bon. Mais là, pareil, c'était intéressant, c'est pareil. Donc, profil plutôt costaud et tout. Mais par contre, attention, ça joue, hein, techniquement, ça reste très fort. Donc, du coup, là, moi, ça m'intéressait plus. Par contre, après, si tu vois, Brian Mbolo, on ronfle, hein. Pinamonti, au secours. On n'en peut plus. Enfin, ces joueurs-là, c'est l'ancien foot, là. Piccoli vient de signer à la Fiorentina, t'es tranquille, tu finiras. Non, mais il faisait partie des rumeurs. Non, mais vraiment, il a été cité vraiment avec insistance, hein. Donc moi, j'étais en mode pitié, non pas ça, voilà. Après, du coup, Nicolas Jackson, bon, bref, c'est non, je prends pas. Voilà. Mateta, pourquoi pas. Voilà, on est sur un, ouais, pourquoi pas. Mais pareil, c'est pareil, c'est ce profil-là. Après, il a eu des pics de performance intéressants, on va dire. Parce que là, on a explosé le timer sur le débat Lukaku. Si tu dois me donner un nom, là, le nom. Alors après, voilà, me sors pas Julian Alvarez parce que voilà, ça sera pas possible ou ce genre de truc. Après, héritage Maradona, il y a de quoi le convaincre. Non, c'est le mec qui craque. Non, bref. Tout de suite, ça risque d'être compliqué, surtout là, vu le timing. Non. Mais quel gars, on va dire, possible et réalisable, là, pour lequel tu dirais, OK, tu validerais. Moi, je te fais un top 3 de ce que moi, je souhaiterais et que je trouverais finalement intéressant et ce serait pas finalement une si grosse perte d'avoir perdu Lukaku. Pour moi, ce serait Sorloth, Zirkzee et potentiellement avoir un Mateta s'il est dans une bonne forme. Mais ça, c'est moi, hein. Et parmi ceux-là, tu vois, typiquement, je pense qu'il y en a, enfin, à part Mateta, c'est très peu probable. Donc, je sais pas, je vois pas, moi, malheureusement, je vois pas une bonne solution pour l'instant. J'aimerais qu'il y en ait une. Juste, et Gonzalo Ramos? Non, mais pareil, moi, je trouve que ce serait une super idée. Mais il va pas partir. Enfin, je pense pas, hein. Mais dans l'idée, oui. Mais dans l'idée, alors, tu sais quoi? Là, je le mets dans mon top 3 et j'enlève Mateta. Évidemment que Gonzalo Ramos, ce serait top. Mais j'y crois pas. On sait jamais. On aura tenté le truc. Moi, je dis, pour le coup, OK, peut-être tu redescends parce que le Napoli n'a pas gagné la Ligue des Champions comme le PSG. Mais ils y sont. Mais au moins, ils y sont. Ils la jouent. Tu disputes la Ligue des Champions. Ah ouais, tu joues le titre, quand même, tu vois. Ça, moi, je suis d'accord. Là, où effectivement, ça peut être un bon choix de carrière. Mais encore une fois, je pense qu'il partira pas. Mais c'est pourquoi pas, une très bonne idée. Après, vu toutes les transactions qu'il y a pu avoir entre le PSG et le Napoli. Ouais, mais c'est plutôt dans l'autre sens. C'est assez rare que ce soit dans l'autre sens, quand même. C'est assez rare. Bon, allez, on va passer au sujet suivant. Le sujet suivant, c'est Alejandro Garnacho qui refuse le Bayern pour vouloir à tout prix partir à Chelsea. Et on pose la question, est-ce que l'Argentin ne met pas sa carrière en danger à vouloir absolument partir à Chelsea plutôt que d'aller au Bayern? Moi, je suis toujours assez circonspect ce joueur. Je sais pas si c'est un petit crack qui a vraiment un potentiel de fou, si c'est ou si ça va être un énième crack perdu, tu vois, genre, je sais pas. C'est une météorite, mais qui va aller s'écraser, malheureusement dans quelques années dans des clubs moyens et modestes. Pour moi, je vais être très méchant, en termes de QI foot, c'est extrêmement faible. C'est extrêmement faible. Je l'ai vu, mais vraiment à certains moments à l'encontre du jeu, vraiment à privilégier l'action perso, à vouloir y aller. Vraiment, à chaque fois, t'as l'impression qu'il veut entretenir ses highlights et ses skills. Vraiment, je lui vois pas beaucoup de qualité, hormis évidemment un démarrage assez bon, assez fort et une qualité technique largement au-dessus de la moyenne. Mais des profils comme ça, on en voit tellement. Je veux pas faire mon vieux à l'ancienne, mais vraiment Alejandro Garnacho, là, refuser le Bayern pour aller à Chelsea, pour moi, je réponds, c'est le pire choix. C'est débile. Ah non, mais par contre, en termes de logique et de cohérence, en termes de choix de carrière, c'est complètement débile. Pourquoi? Parce que lui, je pense qu'il se dit peut-être, potentiellement à Chelsea, j'aurai plus de temps de jeu. Sauf que on n'est même pas sûr de ça, parce que tu as vu le nombre d'ailiers qu'ils ont. Bref. On en a parlé tout à l'heure avec Sancho. Pour avoir sa place dans les postes offensifs, on a parlé dans d'autres débats aussi d'un Nkunku qui a été limite porté disparu et qui est mis sur la liste des transferts alors que c'était le MVP en Bundesliga. Non, franchement, Chelsea en ce moment, d'aller à Chelsea
T'as la Chelsea en ce moment, c'est tellement le bordel. Alors ça va, Maresca il est quand même en train de faire un bon taf malgré tout ça. C'est peut-être un de ceux qui réussit le plus depuis quelques années. Mais quand même, tu prends des risques de fou parce que c'est tellement une usine à gaz. T'en sais rien. Alors qu'au Bayern, en vrai, on va pas oublier qu'il a juste 21 ans, il est encore jeune. Hein. Et donc du coup, tu serais, on va dire, valider certains de tes acquis, continuer de progresser dans un grand club qui généralement fait plutôt bien progresser ses jeunes joueurs. Oui. T'aurais eu du temps parce que du coup t'aurais pas été directement en poste de titulaire effectivement, mais t'aurais eu quand même pas mal de bouts de match en Bundesliga. Enfin voilà, Coman est parti, Sané est parti. Il y a alors pas complètement parce qu'il reste encore Gnabry, mais il y a une vraie, on va dire. Un vrai renouvellement qui est en train de s'opérer dans la ligne offensive du Bayern. Il y avait Olise l'année dernière, il y a Luis Diaz qui est arrivé. Donc pour moi, j'avoue, j'ai du mal à comprendre que un projet avec un club, on va pas dire que le Bayern est un club fiable et compétitif. Refuser ça alors que tu sors de Manchester United de 2025 où pareil, c'est une usine à gaz. C'est-à-dire que c'est extrêmement compliqué d'arriver à trouver de la continuité. Les coachs sont changés quasiment tous les ans. Et là, tu as la possibilité d'aller, comme on vient de dire, dans une institution, comme on aime dire en 2025. Et là, tu préfères partir dans le club. Alors, ok, qui va peut-être te donner un contrat XXL, parce que ça doit être ça. Parce que c'est ça, je pense que ça doit être là. Ouais, non, mais d'accord, mais le Bayern, je pense que ça va, je pense qu'il paye pas au SMIC. Enfin, tu vois, je veux dire, non, mais je pense que là, c'est la recherche d'avoir le meilleur contrat, parce que sinon, si c'est juste sportif, moi, je suis là. Ça n'a aucun sens. Je suis Garnacho, ça n'a aucun sens. Je suis son agent, je vais le voir, je lui dis, attends, écoute, gamin, t'as montré des choses intéressantes, mais comme on l'a dit, tu n'as que 21 ans, t'as encore beaucoup de choses à apprendre. Là-bas, c'est une bonne école, c'est une bonne école. Mais en plus, tu vois, pour moi, l'image, c'est clairement le mec, c'est un peu le mec qui gagne au loto, mais qui a la flemme d'aller au tabac récupérer ses dons. C'est genre le mec, il a la chance que le Bayern s'intéresse à lui, qui normalement, le Bayern, en plus, ils sont un peu allergiques à ce genre de joueurs, tu sais, un peu des mecs qui vont tout droit, qui font 3 dribbles et qui font la passe à côté. Généralement, eux, ils ont beaucoup de mal avec ce type de joueurs, un peu, et même avec les profils d'ailiers modernes et tout. Non, bon, ils en prennent, tu vois, mais généralement, ils se penchent pas trop sur ce type de profil. Ils se penchent quand même sur toi. Malgré le fait que tes saisons avec Manchester United sont quand même pas marquées par le saut de la régularité et de la performance, t'as la chance que ce type de club vienne. En plus, il se libère de plusieurs ailiers qui font que tu vas quand même avoir la place d'être plus que dans la rotation. Et tu dis non. Et ben écoute, c'est très révélateur à mon avis. Sur toi, tu parlais de QI football, ben là, il faut parler QI carrière, je pense. Ah oui, bah oui. QI carrière 0. Alors peut-être que on va le défendre 2 secondes. Il n'a que 21 ans, donc. Ok, il peut faire les mauvais choix, mais après... Il a le droit d'être entouré correctement aussi. Hein. Et c'est ça, c'est là aussi où je pense le rôle de l'agent ou de la structure qui l'accompagne, les gars, ils sont aux abonnés absents, parce que là, on vient de le dire, tu as tous les éléments pour justement reprendre correctement ta progression sportive, et on va dire peut-être dans 2 à 3 ans, avoir ton bon de sortie, tu pourras partir. Vraiment, que lui veuille peut-être le clinquant, le truc, ok, mais que les gens autour de lui qui le conseillent n'aient pas la présence d'esprit de lui dire Coco, là t'as le Bayern qui vient, vas-y, arrête, fonce. Et non, bah là j'avoue que désolé, oui t'as raison, c'est QI foot, QI carrière. Bon, il va peut-être nous faire mentir, hein. Peut-être que ça va être la pépite de Chelsea. Mais vu ce qu'on vient de dire et ce qu'on a vu ces dernières années depuis que Boli est arrivé à la tête de Chelsea, franchement, j'avoue, c'est le dernier endroit où j'irais si j'étais Garnacho. Le dernier. Je pense que là, qu'on lui a mis cher à Garnacho. C'est bon, on peut passer au suivant. Et en plus, on a tenu le timing, mais vraiment à la seconde près. Donc là, vraiment, on peut être fier de nous. Bon, je te propose l'avant-dernier sujet de notre petit débat, c'est Nikola Kristovic, je sais pas si je le prononce bien, pour remplacer Matteo Retegui à l'Atalanta. Et on pose la question, est-ce que c'est un choix vraiment ambitieux de la DA pour remplacer l'international italien? J'ai pas d'avis hyper tranché là-dessus. Moi, je pense que c'est un petit peu, c'est un demi-choix par défaut. C'est pas non plus un jeune crack. Il a quand même 25 ans, tu vois. Il a pas 19 piges. C'est un bon joueur, mais
Pour moi, c'est pas non plus une giga pépite. Je pense qu'ils font avec les armes qu'ils peuvent. Ça ira. Hein. Je pense qu'il fera le taf quand même. Avec Retegui, quand même. Hein. T'as pris un sacré gros chèque avec Retegui. Hein. Retegui qui part en Arabie Saoudite, c'est vendu une 50aine de millions d'euros. Ah oui, non. Toi, parce que tu dis qu'en gros, ils auraient pu prendre mieux, c'est ça que c'est la question que tu poses. Si c'est ça la question. Ah non, attends. Oui. Si c'est ça la question, bien sûr. Bien sûr. Moi, je vais te dire, en préparant le débat, c'est pour ça que j'ai voulu en parler, c'est que pour moi, je trouve ça choquant. Tu perds, allez, on va dire l'attaquant titulaire en sélection, et tu le reprends avec un gars, je vais partager les stats, qui a 25 ans, qui sort de 2 saisons correctes, et pas non plus dingo avec Lecce. Ah, sérieux, tu vois, on parlait tout à l'heure de Mateta, ils étaient sur Mateta pendant un temps. Pour moi, ça me paraissait un cran au-dessus, et je parle pas au niveau du profil du joueur, juste sur les références. Là, Kristovic, ça reste un gars, oui, pour moi, j'ai pas peur de le dire, un gars lambda de Serie A. L'Atalanta fait la Ligue des Champions quand même cette année. Wow, Ouais, en fait, là où t'as raison, et moi, je suis parti directement sur le joueur en lui-même et ce que tu vois et le rôle qu'il aura à l'Atalanta, tout ça. Mais t'as raison, en fait, peut-être qu'il faut plus axer le débat sur pourquoi lui et pas un autre, parce qu'effectivement, comme tu le dis, ils ont les sous de la Ligue des Champions, ils ont les sous de Retegui. Alors effectivement, c'est dur de trouver des bons neufs. C'est difficile. Puis t'es l'Atalanta, donc effectivement, t'as un pouvoir d'attractivité, mais t'es pas non plus Liverpool, quoi. D'accord. Et tu perds Gasperini. C'est ce que j'allais dire. Et en plus, tu perds Gasperini. C'est pour ça que d'ailleurs, pour moi, Kristovic, c'est encore plus étonnant. Dans le sens où en fait, t'as encore Gasperini. Je t'aurais dit, on fait le débat genre l'année dernière, tu vois, typiquement, je t'aurais dit, je pense que Gasperini, il a une vision là. Il va peut-être faire un truc. Je vais te dire, pour être très transparent, et Gasperini aurait été là, je l'aurais pas proposé comme débat, parce que ça aurait pu faire partie des joueurs qu'il a pu, on va dire, faire progresser au fur et à mesure, et que là, oui, peut-être sur le papier, c'est moins ambitieux, mais Gasperini est capable de pouvoir faire progresser, donc à la limite, je le pose pas. Là, c'est Juric. On parle de Juric qui arrive en plus avec une réputation vraiment pas bonne. Ouais. Il a une saison mais catastrophique avec la Roma. Il reste 6 ou 7 matchs et il est conspué de partout. Il va, alors ok, c'est un bourbier sans nom, Southampton l'année dernière, mais c'est limite s'il fait pas une saison record avec, je crois, une victoire en 19 matchs. Ouais. Donc on parle vraiment là de l'Atalanta via ce transfert-là. Moi, je trouve que ça manque d'ambition. Alors ok, ça garde pour l'instant Lookman. Ça a gardé plusieurs bons joueurs, Ederson aussi. Mais là, sur le choix de ton neuf que tu perds et pour lequel tu vas chercher un gars, encore une fois, moyen plus de Serie A, de 25 ans, pour moi, l'Atalanta, déconne. Même si t'as raison, il y a un pouvoir d'attraction qui est limité. Ils auraient pu franchement aller chercher mieux et je la place Mateta, moi j'aurais préféré. Oui, et même on en parlait tout à l'heure, tu vois à quel point Højlund, il est en difficulté à Manchester, ramène-le. Oui, c'est vrai, parce que t'as raison. Attends, Højlund, c'est là où il explose. Mais t'as raison, j'avoue, ça aurait, pour le coup, ça aurait vraiment du sens. Donc je comprends pas trop. Je comprends pas trop. Après, écoute, pourquoi pas, hein, mais effectivement, ça m'a l'air d'être plus un choix par défaut. C'est plus un choix par défaut, et c'était l'occasion de parler un tout petit peu de l'ADA, qui est une équipe qui nous, clairement, ces dernières saisons, qui nous a fait, on peut même aller jusqu'à rêver, parce que quand tu vois la finale qu'ils font contre Leverkusen l'année dernière en Europa League et qui leur colle 3-0, voilà, tu vois, on est quand même sur une équipe qui nous a procuré des émotions. Là, j'ai un peu peur qu'on perde. J'ai peur. Déjà, il faudra voir l'après Gasperini, hein, comment ça va être géré, puisque ça peut être tendu. Parce que certes, Juric, c'est un de ses disciples, mais bon. Ouais. Bon, c'est bon. Je pense qu'on va. Après, tu sais, Sampaoli, c'est le disciple de Bielsa aussi, hein. Elle est pas mal, celle-là. Elle est pas mal pour terminer. Bon, c'était pour imager un peu, mais. C'est pas mal. J'aime bien. Bon, on a tenu le timing, c'est parfait. Allez, on va arriver à notre dernier débat, qui est Benjamin Pavard. Voilà. Je suis trompé de visuel, bien évidemment. Ça va être plus simple en prenant le bon. Voilà. Benjamin Pavard et l'Inter Milan. Doit-il rester ou tenter un nouveau challenge? Alors, toi, t'es Benji, tu fais quoi?
Bah moi, je suis lui, tant que je peux rester à l'Inter, j'y reste. Hein. Moi, je trouve que ce débat, il est. Bah ouais, non, mais je trouve que ce débat, il est assez, c'est un des plus simples, franchement, que tu m'as proposé. Bah ouais, parce que, enfin, à l'Inter, il est bien, il est plutôt performant, il joue. Est-ce que l'Inter voudrait pas aussi récupérer un petit chèque, un petit quelque chose, parce qu'il a un gros salaire et que il a encore une cote un peu importante? Est-ce que c'est pas l'occasion aussi de récupérer un petit chèque? Et que dans ce secteur-là, il y a pas le feu. Son contrat, il va jusque 2028. Donc il y a même pas le feu en fait. Enfin, je veux dire, il a même pas 30 ans parce que pareil, on le voit jouer depuis un moment, mais il a même pas 30 ans encore. Hein. C'est vrai, t'as raison. Donc pour en plus maintenant qu'il joue plus arrière droit, qu'il est vraiment replacé en défense centrale, bah vas-y, il va encore pouvoir jouer quelques années sans problème. Donc moi je pense que c'est pas enfin il y a pas réellement à avoir de débat. Il va très certainement rester à l'Inter. Il peut partir. Je dis pas que c'est sûr que c'est fait à 100%. Hein. Non, mais toi, spontanément, c'est ça que tu sembles dire. Il y aurait pas de raison pour lui de précipiter un départ. Ah non. Parce que, alors, je vais être un peu provoque, mais ce qui s'est passé en finale de Ligue des Champions, est-ce que ça laisse des traces? Oui, ça, j'ai pas besoin de poser la question, ça on est tous d'accord. Mais dans un groupe comme celui de l'Inter avec l'entraîneur qui part, est-ce que lui vraiment il reste dans un club compétitif à l'Inter? Parce que l'Inter l'année prochaine ça voudra encore gagner le Scudetto et la Ligue des Champions. Non mais alors après oui, il y aura un traumatisme mental à dépasser l'année prochaine. Je suis d'accord avec toi, mais ça c'est toute l'équipe. Alors du coup tu fais quoi? Tu vends toute l'équipe et tu gardes que Lautaro Barella? Non, tu peux pas en fait. Et Bastoni? Non, tu vois ce que je veux dire? T'es obligé de repartir en fait. T'es une équipe professionnelle de haut niveau. Ouais, il va falloir se reconstruire mentalement parce que l'effectif. Attends, ok, ils se sont fait détruire par le PSG en finale, très bien. Mais quand tu regardes leur parcours en Ligue des Champions l'année dernière, il est incroyable. Leur phase de pseudo groupe là, la première partie, ça fait partie des équipes les meilleures, tout simplement, avec Liverpool. Ils sont vraiment pas exceptionnels, mais ils font le boulot. Non, moi je te parle statistiquement. Ouais, statistiquement. Ouais, parce que après Inzaghi, Inzaghi, il était en pure gestion. C'est-à-dire que c'est fort. C'est-à-dire qu'effectivement, c'était pas le Barça, ils nous ont pas bluffé par le niveau de jeu, etc. Mais en termes de gestion, ils ont été extraordinairement bluffants. Jusqu'à la finale, ils ont réussi. Ils font quoi? Ils sont top 3 de la première phase de Ligue des Champions. Ils sont dans le top 3, non? Top 3, je sais pas, parce que je crois qu'il y a pas une défaite sur la fin. Ah oui, au dernier moment, mais en tout cas, bon bref, ils sont ils sont dans le top, mais ils sont dans le top. En ayant géré. En faisant tourner, des fois t'avais des départs de Ligue des Champions, t'avais Taremi, Arnautovic titulaire. Mais sauf que là, attention, là on n'est plus avec le maître du turnover et de la gestion minute par minute. Là, Kivu, moi je sais pas, peut-être qu'il va faire la même chose. Mais est-ce que est-ce qu'il va par exemple? Oui, mais tu vois, en fait, est-ce qu'on fait un débat sur l'Inter ou est-ce qu'on fait un débat sur Pavard? Si on fait un débat sur l'Inter, oui, alors là, il y a eu des choses à dire. Mais en fait, si on fait un débat sur Pavard, lui, il est bien, il est au chaud, il a fait quasiment 40 matchs l'année dernière. Ouais, mais l'année dernière. Et sauf que là, comme on vient de dire, il y a eu le traumatisme de la finale et il y a un nouvel entraîneur. Le nouvel entraîneur, évidemment, il peut jouer à 3, mais jusqu'à présent, c'est pas un dogmatique à la Simone Inzaghi à jouer uniquement à 3 derrière. Donc, est-ce qu'à un moment donné, si ça vient passer à 4, est-ce que par exemple, un Benjamin Pavard est aussi bon dans une défense à 4 qu'à 3? Alors, s'il reste en défense centrale, pourquoi pas? Mais en fait, déjà de ce que disent les matchs de prépa, normalement, il devrait jouer à 3 aussi. À voir. Après, il va peut-être changer aussi un petit peu. Il a fait des essais, mais à voir. Après, si évidemment il veut repasser à 4 et que... 4, pour moi, c'est moins évident. À 3, il est indispensable, vu les défenseurs qu'il y a à l'Inter au moment où on parle. Si on passe à 4, moi, je le trouve moins bon dans une défense à 4, Pavard. Écoute, la seule raison pour laquelle vraiment, en fait, là, il faudrait peut-être qu'il se pose des questions sur son avenir, c'est si finalement qui vous décide de passer
à 4 et qui lui fait comprendre qu'il sera pas titulaire. Là, à la limite, effectivement, pourquoi pas aller voir ailleurs. Mais c'est le seul scénario. Du coup, tu vois, il faut quand même plusieurs données qui font que. Si c'est ça, oui. Sinon, en fait, non. Il reste à l'Inter, il est très bien. Quand même une équipe compétitive en Serie A qui joue avec des champions. Enfin, il faut qu'il reste, quoi. Ok, d'accord. Donc pour toi, ça doit rester. Et après, il y avait une rumeur aussi il y a 2 ou 3 jours. Après, je sais pas si elle était réellement fondée, mais l'OM serait intéressé par le joueur. Oui, bien sûr. Là pour l'OM évidemment jackpot, mais à voir quoi. Enfin, j'y crois pas trop. Si vraiment après il est tricard et qu'il a pas d'autres propositions de top équipe européenne, à la limite pourquoi pas. Mais là encore une fois, on est sur des non. Là au moment où on parle, il y a strictement rien. Il y a pas de négociations qui ont été entamées. Il y a strictement rien. Et on parle d'un intérêt de l'OM et que évidemment, s'il y a un intérêt de l'OM, je pense il y réfléchira. Maintenant, on va en parler peut-être dans quelques minutes. Le contexte à l'OM en ce moment est peut-être un petit peu volcanique, donc peut-être autant rester peut-être. T'es en train de dire que l'effectif de l'OM, il y aura un peu moins de joueurs prochainement. Ok. Je sais pas, mais je crois sur la partie du milieu de terrain. Je crois sur la partie du milieu de terrain. Ouais. C'est un poil dépeuplé. Je crois que c'est un poil dépeuplé. Bon, ok pour le débat Benjamin Pavard. Alors, petit changement de décor pour ce dernier débat. On avait promis une petite surprise au début de ce Mercato Live. Donc, la petite surprise, c'est que je suis accompagné d'Aprus et Signaux. Salut mon copain. Salut les copains. Et donc, on va essayer au niveau du cadrage, on va essayer de tenter quelque chose. Donc, Jean-Jacques Msalem, il est pas là aujourd'hui. Il est en. C'est dommage. Ouais, dommage. Bon. L'important, c'est surtout ce dont on va parler. Et ce dont on va parler, c'est du clash OM V6 Adrien Rabiot. Et on pose la question, qui est le principal responsable de cette rupture? Alors, je te pose la question, mon copain, spontanément. Et puis après, tu nous donnes ta position. Et puis, nous, on va te répondre. Pour toi, c'est qui le responsable dans cette histoire? Au départ, au tout départ, on en avait même discuté ensemble. Moi, j'étais convaincu que c'était la faute du clan Rabiot et que globalement, en fait, le clan Rabiot avait tellement fatigué le staff et les dirigeants de l'OM qu'ils avaient fini par utiliser un peu la bagarre pour s'en débarrasser. En disant c'est bon, c'est un peu la goutte d'eau, allez hop, ça dégage. Moi, j'étais intimement persuadé de ça, mais c'était juste un feeling, quoi. Et en fait, plus ça avance, plus on se rend compte qu'en fait, en tout cas moi, je me rends compte que l'OM est tellement mauvais dans sa com, et tellement, c'est tellement étrange les arguments qu'ils mettent en avant, c'est tellement bancal que en fait, j'ai envie de finalement dire que l'OM a égalisé, tu vois, genre un contre son camp partout, et tu vois, et globalement un bon petit match nul. Je pense que, et je continue de penser que le clan Rabiot a fait que du côté de l'OM, on en a un peu marre, mais de l'autre côté, je pense que l'OM, ils font un peu n'importe quoi. Voilà, pour toi, spontanément, c'est les deux sont responsables au vu des 24-48 heures qui viennent de passer. Mais au tout début, t'étais plutôt dans l'esprit Rabiot, si je comprends bien. Bah oui, parce que franchement, quand tu vois toutes les déclats, que ce soit Benassia ou Longoria, tu te dis, la fameuse bagarre d'une violence inouïe. En fait, t'as Rabiot qui sort de la commanderie, il est tout beau, tout propre, la petite queue de cheval. Enfin, je veux dire, on dirait qu'il sort de chez l'esthéticienne tellement qu'il est clean. Bah ouais, mais bagarre du niveau limite à Molina qui dit ouais, une bagarre de 10 minutes. Mais mon pote, mais 10 minutes. Alors je parle à ceux qui sont un peu bagarrés dans leur vie. Déjà, bagarre-toi 2 minutes pour voir. Voilà. Et ensuite, déjà, à l'UFC, ils font des pauses toutes les 5 minutes. D'accord, même pour des combats pour la ceinture. Regarde John Jones, au bout de 5 minutes, il est fatigué. Ils font une pause, il boit de l'eau. Hein. Donc, tu vois, genre, non mais vraiment, ça n'a aucun sens. Alors attends, toi, Preux et Signaux, pour toi, dans cette histoire, t'es plutôt sur la ligne de Nico ou t'es ce que t'as dit, Nico, c'est le clan Rabiot. Qui a mis une gifle? C'est pas sa mère, c'est pas sa cousine. Donc déjà, le problème, c'est Rabiot. Après, il y a le clan Rabiot, mais le problème initial, donc pour moi, celui qui allume la mèche, c'est Rabiot. Bah oui. Son comportement. Mais le clan Rabiot, attends, moi, quand je parle du clan Rabiot, il y a Rabiot dedans. Hein. Rabiot, c'est le personnage principal du clan Rabiot quand même, on est d'accord. Hein. Ah oui.
Non, mais moi, et pourquoi je mets que le Rabiot? Parce que tu vois, regarde, typiquement, et j'en ai reparlé, ce qui confirme quand même un tout petit peu ce que je pensais hier et avant-hier, c'est que en fait là, ça y est, t'as Longoria qui commence à faire des sorties en disant ouais, on a commencé à vouloir parler prolongation et tout, mais il y a la mère Rabiot en fait, elle avait chaud, c'était la canicule, elle nous a envoyé chier, elle est pas venue au rendez-vous et tout machin. Bon bah ça y est, on y est. Le petit garçon, il se cache toujours derrière sa maman. Et là, tu vois, il a mis une gifle parce que, je sais pas, on lui a tiré les oreilles, je sais pas ce qui s'est passé. Mais du coup, derrière, pour moi, c'est Rabiot dans le sens où j'essaie juste d'être logique. Après, je vais répondre à ce que tu as dit sur la communication de l'OM. Quel est l'intérêt, et Benassia, il l'a dit, aujourd'hui, de se débarrasser de Rabiot s'il n'a pas fait un truc qui pourrit le vestiaire? Aucun. Il y a zéro. Il y aurait zéro intérêt. Sous le dégagement, on est d'accord ou pas? Donc, ou alors, oui et non, dans le sens où si vraiment ils veulent ils se rendent compte qu'ils n'arriveront pas à le prolonger et qu'ils veulent quand même gagner des sous sur son transfert avant qu'il parte libre. Et donc ils se disent il faut qu'on trouve une solution pour le mettre sur la liste des transferts. Ils n'arriveraient pas à le prolonger parce que ils le savaient là au début du mercato qu'ils n'arriveraient pas à le prolonger, Rabiot, que c'était une incertitude. Pourquoi est-ce qu'ils le vireraient maintenant? Parce qu'ils n'avaient pas d'excuses vis-à-vis des supporters en termes d'image, en mode bon, on vend Rabiot alors que c'était peut-être ton meilleur joueur de la saison d'avant. Ils étaient en mode bon, on va pas le faire. Toi, tu penses que c'est par rapport aux supporters que là, en gros, ils essaient de noyer le poisson par le haut, en fait, en disant mais non, ça n'a rien à voir. Et au final, nous, on se retrouve, on va dire, pénalisés à ce moment du mercato avec un joueur qui veut partir et difficilement remplaçable. Je suis pas persuadé de ça, encore une fois, mais mais dans l'idée, ça se tient. Ça peut se tenir, tu vois, parce qu'effectivement, annoncer à tes supporters, à l'environnement du club, etc., que tu veux te séparer de Rabiot, si tu le fais comme ça de but en blanc, t'as beaucoup de gens qui te soutiennent pas dans l'idée, parce que c'est ton meilleur joueur de l'année dernière et tout. Si tu le fais en disant ouais, mais là vous vous rendez pas compte, c'était inouï, même du coup, honnêtement, c'est même un peu grave ce qu'ils font, parce que si tu lis entre les lignes, si tu essaies de comprendre, si c'était pas donc du coup une bagarre SmackDown versus Raw machin, et ben en fait ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était une insulte raciste en fait, parce que on va dire que si tu lis entre les lignes, ça peut être que ça. Tu vois, donc du coup, il pèse une rumeur presque de racisme envers Rabiot. C'est une catastrophe. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Après, tu peux avoir le pont que moi je pense, c'est que la com elle est lunaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a vraiment fait un truc de ouf. Je sais pas si c'est un truc raciste ou pas. Il n'y a pas de bagarre, comme tu as dit, de 10 minutes. Tout ça, c'est du folklore. Ça n'existe pas. Maintenant, il a peut-être vraiment fait un truc de ouf. Et stratégiquement, il veut pas le dire tant qu'il est pas parti. Ils veulent pas le dire parce qu'ils veulent le vendre. Donc, tu peux avoir, moi aussi. Oui, ça c'est possible, oui. Oui, parce que sinon, là, clairement, à ce moment-là, on va dire la cote de Rabiot, il trouvera toujours des clubs intéressés. Mais réellement, s'il est à l'origine du truc et qu'on le crame à ce point-là, bah oui, tu prends le risque que tu puisses pas le vendre dans quelques jours là, parce que là, maintenant, vu la situation, l'OM est obligé de le vendre. On est bien d'accord. Il y a pas de retour en arrière. Là, c'est plus possible. Bah là, c'est cuit. Ils se sont mis une balle dans le pied de toute façon. C'est obligatoire maintenant. Ils ont fait fuiter ça. Ils avaient pourtant la possibilité de gérer ça comme plein de clubs l'avaient déjà fait. Oui, il y a eu un échauffouré dans le vestiaire. C'est le foot. C'est des hommes, l'impulsion, l'adrénaline, nanana. Et hop, enfin, tu vois. Mais ils l'ont pas fait. Ils ont choisi de pas faire ça. Ouais, mais au vu des éléments, si on met pause, il a vraiment dû faire un truc de ouf pour que l'autre, ils disent dans le reportage, c'est le meilleur professionnel que j'ai jamais vu, Adri, machin, et tout ça. Benassia qui dit ouais, moi je le connais, c'est un super gars. Et là, d'un coup, même De Zerbi, tout le monde veut le jarter. Comment c'est possible qu'il ait pas fait un truc de ouf? Pour moi, si je suis juge, qu'on me raconte. Et lui, il dit moi j'ai rien fait. Mais vraiment, genre, on comprend pas, je fais rien. C'est pas possible, tu vois. Là, il y a un truc trop bizarre. Et c'est pour ça que je te dis match nul, tu vois, parce que en fait. Soit c'est vraiment l'OM qui fait n'importe quoi à un niveau, j'allais dire pas jamais vu parce qu'ils ont quand même fait quelques dingueries sur ces dernières années, mais soit ils font vraiment ils vont à un niveau mais vraiment mais catastrophique dans la com et que effectivement en fait il y a juste une petite bagarre et une échange d'insultes et ils en profitent pour monter le truc en épingle, soit vraiment Rabiot a effectivement dit une dinguerie, je sais pas moi, racisme, etc. Et du coup, mais quand même, moi je suis toujours persuadé qu'ils utilisent un peu le truc quand même pour se cacher derrière en disant bah vous voyez, nous on l'a pas prolongé, mais en même temps, blablabla, tu vois. Tous les quatre de l'équipe, ils sont montés au créneau contre ou pour. Si jamais un Heuchberg ou je sais pas, c'est ça. Ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, moi c'est terminé. Parce que c'est ça la question. On parle de rupture avec De Zerbi, mais il y a aussi peut-être rupture avec une partie du groupe, parce que si on suit cette fameuse logique du dérapage XXL dans le dérapage verbal
dans le vestiaire, forcément, ça a des traces sur les autres joueurs, en fait. Est-ce que les autres joueurs derrière, est-ce qu'ils ont envie, comme tu viens de dire, de collaborer, en fait, il a un comportement de diva, et je pense que regarde Rongier, même si voilà, est parti aussi à cause de lui, et en fait, il crée des problèmes pour moi par son comportement. Et si là, il fait une dinguerie et que tu le laisses dans le vestiaire, peut-être que tout le monde va dire ah ouais, lui en fait, il fait ce qu'il veut. En gros, il a un passe droit total, quoi. Et en gros, lui, dans l'idée, après, quand tu parles de, je sais pas moi, si on parle de gestion de groupe, etc. Moi, j'entends qu'après ça, t'as envie de taper du poing sur la table, genre très fort, pour montrer au reste de ton groupe que bah tu tiens l'équipe, que tu vas en faire un exemple, etc. Mais de là à le mettre sur la liste des transferts, je sais pas, tu le suspends 5 matchs, tu vois, genre déjà, on aurait dit ouais, quand même, tu vois. Ouais, mais tu perds sa valeur marchande. Il ne lui reste plus qu'un an. Il lui reste. Mais dans l'idée où tu le gardes. Ah non, mais quand je te dis tu suspends 5 matchs, c'est dans l'idée où tu le gardes, où tu fais une déclat, tu vois. Oui, mais sauf que là, l'OM, déjà, est-ce que sportivement, ils sont en capacité de pouvoir se priver d'Adrien Rabiot? Non, moi, je pense pas. Tu penses qu'ils en ont pas besoin? Tu l'as vu où il est? Tu penses? T'as dit quoi? Tu penses qu'ils en ont pas besoin? Tu penses que là, ils auraient très bien pu. Non, au contraire. Moi, je trouve, mais ils trouveront jamais mieux au milieu de terrain. Ils trouveront jamais mieux au milieu de terrain. Où il joue, l'OM? Il joue super haut. Il joue super mal, haut. Et il joue pas, c'est dur avec, il joue mal, mais. Bah, là, le dernier match, il a mal joué. Les matchs de prépa, il a mal joué. Non, mais là, oui, d'accord, pour l'instant, effectivement, mais vas-y, l'année dernière, c'est peut-être pas lui le meilleur joueur, mais s'il est dans le top 3 des joueurs les plus performants à l'OM, tu vois, donc, je pense que, vu le timing, on arrive fin août, vu la qualité, entre guillemets, du joueur, même si après on peut en discuter, mais moi, je suis pas forcément un grand fan de son profil, mais, enfin, globalement, c'est quasiment impossible que tu le remplaces, avec mieux. Donc effectivement, moi je pense que c'est vraiment juste une histoire de sous, ou en mode vraiment ils veulent faire de l'argent coûte que coûte, même en affaiblissant un peu l'équipe, soit où vraiment il s'est passé tellement une dinguerie qu'ils se disent bon bah là on peut pas, et qu'effectivement tu parlais de vis-à-vis du reste de l'effectif, parce que si on reste dans cette théorie d'insultes racistes, bon bah il y a quand même pas mal de joueurs racisés à l'OM, impossible qui continuent à vouloir jouer avec lui, tu vois. Donc là effectivement t'as pas le choix. Pas ça, et on peut pas dire des allégations comme ça dans le sens où c'est grave, parce que là pour le coup c'est grave. Mais en même temps, attends, l'OM joue à ça, hein, parce que on va pas dire que c'est notre faute à nous de sortir ça, parce que l'OM en faisant les déclats qu'il donne, il y a pas mille solutions, hein. C'est soit vraiment il a je sais pas moi, il l'a étranglé, il lui a mis son poing dans la bouche, soit il a eu des insultes racistes ou à caractère je sais pas moi, homophobe, enfin tu vois, il y a pas tu peux pas lire entre les lignes plus que ça, quoi. Tu l'entends violence inouïe, tu peux l'entendre dans les propos. On peut l'entendre. Mais c'est ça, moi c'est ça que je te dis, c'est que si on a vu Adrien Rabiot, on l'a vu, en fait, il est pas tuméfié, il a pas de coca, il a pas la lèvre ouverte, en fait. Voilà. Héros non plus d'ailleurs. Héros non plus. Bah non. On n'a pas d'image de lui, on va dire, amoché ou tout ça. Donc, si c'est des claques, bon, ça reste là. Non, maintenant, si c'est des mots, les mots, et les mots qui sont forcément, comme on le dit, violence inouïe, on va pas les sortir. Violence inouïe de quoi? En fait, ce que je comprends pas, c'est que violence inouïe. Même si, vas-y, je sais pas, il a insulté sa famille, c'est mort, tout ce que tu veux, machin. En fait, des vestiaires, je sais que beaucoup de nos viewers, même en ont côtoyé, etc., nous-mêmes, enfin, des mots qui vont un peu plus haut clos dans des vestiaires. En man amateur, c'est tous les week-ends. Dans les groupes professionnels, t'en as toutes les saisons. Donc, en fait, effectivement, tu peux, toi, réagir en tant que club. C'est pour ça que je disais, suspension de 5 matchs, etc. Tu peux réagir en interne. Tu peux dire que c'est pas bien. Tu tapes du poing sur la table. Mais de là à arriver à ce type de déclat dans la presse, plus la mise sur la liste des transferts. Ouais, ça déconne. Non, ça déconne. Non. Tu l'as dit, tu l'as retourné dans tous les sens. Le fautif, c'est Rabiot, parce que pour moi, c'est des mots, hein, je suis d'accord avec toi, parce que il a dit une dinguerie. Il a dit, fait une dinguerie. Donc au final, son cul. Oui, on sait pas ce qu'il a foutu, on sait pas. Mais en tout cas, il a fait un truc vraiment ouf. Et c'est vrai que même si après après la gestion, elle est mauvaise. Voilà. C'est pour ça qu'on pose la question. C'est un autre point. Mais le principal responsable de cette rupture, puisque c'était la question de notre débat, bah oui, je pense qu'on va tous quand même être d'accord, c'est Adrien Rabiot. Et c'est même pas le clan Rabiot, là, c'est lui dans le vestiaire qui a fait la dinguerie dont on vient de parler, dont on n'a pas les détails, mais qui a fait cette dinguerie, c'est personne d'autre. Et c'est pas l'OM. Alors qu'après, comme on vient de dire, l'OM derrière communique mal, joue un jeu dangereux et essaye un tout petit peu de sauver les apparences.
c'est pas mieux. Puis il y a le principal concerné qui communique pas et ça pue. C'est-à-dire que Longoria et Benatia, c'est un peu des manipulateurs. Hein, et je n'engage que moi, mais c'est ça. Mecs, voilà, qui peuvent tourner le truc. Et le vrai qui a la vérité et qui dira la vérité, c'est Deserbi, il parle pas. Et pour l'instant, c'est bizarre. Tu vois, parce que Deserbi, là, il a juste arrivé en conf de presse. Il arrive et sans rentrer dans les détails, mais il explique réellement avec ses mots à lui, il s'est passé ça, et moi, je peux pas tolérer ça dans mon vestiaire. On peut le discuter, mais au moins là, t'as l'autorité du coach qui arrive, qui dit non, mais moi, dans mon vestiaire, ça arrive pas. Là, on est sur un truc où chacun essaye un tout petit peu de se sauver les apparences. Rabiot ne parle pas. Il a fait communiquer son avocat. Non, il a dit j'ai rien fait. Voilà. Il dit rien en plus. Qui dit mais rien. L'avocat c'est catastrophique. L'avocat c'est catastrophique. Il n'arrive pas à faire 3 phrases affilées et il dit rien. Il parle pour rien. C'est pas logo, mais bon. Donc au final, on est. En fait, toi, pour moi, la question, tu vois, typiquement, je vais retransformer ta question. C'est-à-dire qu'en fait, c'est même pas qui est le responsable. C'est tu sauves qui. Et moi, je te réponds, il y a personne à sauver. Il y a personne à sauver dans ce débat. Là, pour le coup, je te rejoins. Ni Longoria et Benatia, et pourtant perso moi j'ai plus tendance à les défendre. Pourtant je trouvais qu'ils avaient fait une bonne gestion moi aussi globalement là, sur l'année dernière. Du coup là ils sont à renvoyer dos à dos et après alors si réellement c'est le cas que Madame Rabiot mais quoi qu'ils disent ce qu'il a dit en fait, c'est ça que t'attends de l'OM s'il a dit une dinguerie. Non je sais pas, mais en tout cas je vais pas leur donner des cours de com, hein. Je suis pas professionnel dans la communication, mais en tout cas ne pas souffler sur les braises comme ça, avoir une communication beaucoup moins dans le catastrophisme. Tu vois, genre même à la limite, s'ils n'avaient pas assez communiqué, ça aurait été mieux. Parce que là, en fait, en fait, ça entraîne nous ce genre de débat où en fait on est là à dire, en fait, il a dit des trucs racistes, en fait, machin. En fait, ils attisent un truc hyper malsain, je trouve. Surtout que Longoria, il donne des leçons, mais tout corrupt. C'est pas. Oui, non, mais voilà, mais en fait, c'est ça, tu peux. Et même Benatia, t'as vu sa carrière, le trash talker que c'était sur le terrain et tout. Bref, bon, bref, il y a plein de choses qui vont pas, vraiment. Donc, en gros, pour terminer notre débat, pour conclure, en gros, tout le monde est responsable, tout le monde est fautif dans cette histoire, mais le principal responsable, puisque c'était la question qui était posée dans ce débat. Pour après signer au Rabiot, moi, je le partage aussi. Et est-ce que toi, à la fin de ce débat-là, pour toi aussi, le principal responsable, ça reste Rabiot ou tu restes sur la ligne, tout le monde, tous coupables? Moi, j'aime bien l'idée que tout le monde fait n'importe quoi. Après, si tu veux vraiment trouver un responsable principal, comme on sait pas vraiment ce qui s'est passé, si vraiment l'OM ne ment pas pour se couvrir et que vraiment il a dit une folie, vraiment oui, donc du coup évidemment que le responsable principal restera et sera Rabiot. Après, pour l'instant, tu vois, on n'a pas tous les éléments. Mais si c'est vraiment ça, évidemment que ce sera Rabiot. Pour moi, c'est Rongier. Le responsable, c'est Rongier. Voilà. Bien sûr. Tout est parti de Rongier, s'il n'est pas là-bas, on aurait gagné le match. Et voilà. Et pour moi, le premier responsable, c'est Bielsa. Parce qu'en fait, s'il part pas, la journée. Ça, c'est très bon. Bon, merci les copains. Merci à vous d'avoir. Et on aura la vérité dans un mois ou deux, les gars. Ouais. Oui. Ça, c'est sûr. Les langues vont se délier et puis on aura peut-être un complément d'enquête avec Madame Rabiot qui nous expliquera en fait les dessous de l'affaire. C'était la faute des supporters du PSG qui ont poussé Rabiot à bout. Oui. Je sais ce que vous dites, les gars. Il y a le procès facile. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et encore, je trouve qu'on a été vachement soft en off. On a été quand même beaucoup plus, on a égratigné beaucoup plus fortement Madame Rabiot, mais voilà, on est resté courtois. Mais c'est vrai que mais là, de toute façon, vu ce qu'a dit Longoria, de toute façon, elle peut pas engager de poursuite judiciaire contre nous. Il fait trop chaud dans le sud de la France là, donc elle est fatiguée, donc elle peut pas. Voilà. Ouais, ok. Bon, merci les copains, merci à vous d'avoir participé à ce petit débat. Voilà. Et puis voilà, je reprends la main. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et vous gardez en tête qu'au FC Copains, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Salut tout le monde. Ciao.